savez que la croissance du marché du tourisme africain est positive d'année en année. Le marché africain du tourisme est deuxième en croissance après le Moyen-Orient. Donc il était pertinent de réfléchir sur les marchés touristiques africains. Sachant que l'Afrique a ses potentialités, sachant que l'Afrique a ses dotations factorielles, l'Afrique a son offre particulière, mais il se pose beaucoup de problèmes d'accessibilité à ces marchés-là. Si on fait une comparaison rapidement pour le cas du Sénégal qui n'est pas dans le top 10, qui est sorti dans le top 10, et on voit une percée fulgurante du Maroc et des pays du Maghreb, de l'Égypte et de la Tunisie. Même la Côte d'Ivoire est entrée dans le top 8. Cela pose aujourd'hui la pertinence de réfléchir pour le Sénégal comment obtenir des parts de marché en termes de marché touristique africain, mais revisiter certaines thématiques clés qui freinent la compétitivité. Et l'analyse et le partage de ces thématiques donnent toute la pertinence d'organiser une série de panels pour permettre aux acteurs touristiques, aux spécialistes, aux experts, aux invités nationaux et internationaux de réfléchir sur des thématiques et d'en sortir des recommandations. Et comme vous l'avez vu, un salon, c'est beaucoup de choses à la fois, surtout si cela concerne le tourisme. Il y a beaucoup d'animations, vous voyez, il y a beaucoup de stands et d'expositions, il y a un long partage d'expériences qui se fait entre les acteurs, il y a beaucoup de B2B, les entreprises se parlent, les potentialités sont exportées, mais les panels sont des moments de réflexion stratégique phares qui déterminent carrément, n'est-ce pas, les recommandations majeures qui doivent être suivies après l'organisation de l'événement. Dans ce sens, vous avez vu que déjà, il y avait déjà le panel sur la stratégie du tourisme du littoral et de la croisière. Et vous savez bien que la première offre du Sénégal, c'était le littoral, le tourisme balnéaire et la croisière où le Sénégal avait à un certain moment dans les années 90 vu une percée. Ce segment a notamment reculé en termes d'arrivée touristique, donc il était pertinent de définir une nouvelle stratégie quand même pour aussi faire l'attractivité de ce segment. Parce que le tourisme de croisière est associé au luxe et qui apporte beaucoup de devises, beaucoup de valeur ajoutée pour l'économie. Pour le littoral, ça existe toujours. On a la station balnéaire de Saly, on a la station balnéaire de Cap Skirring, Pensaren est en train de renaître, Mbodjen est en aménagement, mais c'est un segment qui s'est essoufflé à un certain moment parce que était pour la plupart vendu par les tours opérateurs qui faisaient quand même office d'intermédiation entre le marché, n'est-ce pas, les clients et les destinataires, que ce soit les fournisseurs, les hôtels et les excursionnistes. Mais ce marché a été longuement exploré par le Sénégal. Or, qu'à côté, il y a d'autres segments qui sont essentiels, qui ont été jusque-là peu explorés. L'écotourisme a une croissance de 15%. Les maïs, le tourisme d'affaires a une croissance de 16%. C'est un marché de 1000 milliards de dollars par an. Et le Sénégal, sans Dakar bien sûr, souffre d'infrastructures, souffre de connectivité, souffre de dispositifs pour explorer carrément ce segment. Donc il était question de mieux réfléchir sur comment positionner ces segments dans l'offre touristique globale du Sénégal afin d'attirer en plus, non seulement de vendre la destination, mais de faire du tourisme un levier de croissance. En d'autres termes, vous avez vu que le Sénégal a longuement défini sa politique autour des pôles touristiques. Et qui sont, certes, je pense qu'ils ont été définis sur la base des potentialités.
soit de la mer, soit de la nature, soit de la culture, soit de la religion. Mais la potentialité ne fait pas la compétitivité. Il y a beaucoup d'autres facteurs additionnels qu'il faut y greffer pour s'assurer que ce que je vends sera acheté. Parce que différemment des autres secteurs, pour le tourisme, c'est les marchés qui se déplacent. Et si le touriste a 80% de l'information déjà pour le site de destination finale, la problématique, c'est qu'est-ce qui doit l'attirer et qu'est-ce qui doit le pousser à faire venir d'autres clients. Et si vous analysez un peu rapidement ces pôles, vous voyez beaucoup de freins à la compétitivité. L'accessibilité déjà, géographique, de l'aéroport à certaines zones pose problème. Le manque de réceptifs hôteliers qui permet aux gens de séjourner dans la ville et de dépenser. Et la connectivité. Si on n'a pas une bonne connectivité Internet, aérienne, routière, on freine l'accessibilité de la zone. Donc malgré ces potentialités, ces pôles touristiques souffrent en compétitivité. Et cela, il faudrait le corriger sur les investissements publics et sur la stratégie marketing. L'État, actuellement, ne peut que faire de l'aménagement et des investissements. Mais c'est le secteur privé qui doit être au cœur du développement du secteur. L'État doit définir une politique viable, n'est-ce pas, de partenariat public-privé pour que le secteur privé investisse sur des segments de marché compétitifs. Et c'est là où les paradigmes doivent être mis. Alors, ce panel a été l'occasion pour amorcer sur cette stratégie de parler de financement. On a fait un très bon panel où le dispositif d'appui de l'État a été invité devant les acteurs à parler des goulots qui étranglent l'accès au financement. Et il y a beaucoup de types d'accès au financement. Nous avons parlé de partenariat public-privé, de financement vert et de financement dans le cadre du dispositif d'appui. Et sur cette base, plusieurs recommandations étaient faites. Les gens ont compris que la structuration du modèle financier n'est pas adaptée au secteur touristique et qu'il faille revoir ces dispositifs, voir les spécificités du secteur et proposer des modèles financiers. Et c'est comme ça qu'on finance la chaîne de valeur. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a vu que l'État, les banques, le financement bancaire est en moyenne de 2%, n'est-ce pas, pour le secteur touristique. Des gens, même on dit dans la salle, ça ne fait même pas 1%. Ça pose un problème dans un secteur qui peut supporter la valeur ajoutée dans les pôles territoires et qui peut créer beaucoup plus d'emplois et créer un effet d'entraînement sur tous les services connexes. L'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat et toute l'industrie. Donc ce secteur ne peut pas être négligé en termes de financement. Et c'est pourquoi la principale recommandation, c'est que l'État devrait voir l'ensemble des dispositifs financiers pour le tourisme et discuter avec le secteur bancaire pour en faire un seul instrument de financement, comme une banque sur le tourisme, ce qu'a tenté et réussi un pays comme le Maroc. Et nous avons vu d'ailleurs que aujourd'hui, le modèle financier existant ne garantit pas la compétitivité. Parce qu'on ne sait pas, dans les segments du tourisme, qu'est-ce qu'on finance? On ne finance pas les segments, on finance l'entreprise. Et on considère cette entreprise-là comme toutes les autres entreprises, or qu'il y a énormément, n'est-ce pas, de spécificités. Parce qu'ici, il s'agit du tourisme et le secteur bancaire le considère comme un secteur à risque. Alors, aujourd'hui, les gens ont discuté aussi des rôles et responsabilités des guides. Avant-hier, ils ont parlé de la gastronomie sénégalaise avec les chefs. Vous avez vu que notre Tchéboudienne est déjà labellisé UNESCO et il y a parmi tant d'autres. Mais
c'est reconnaître non seulement le savoir-faire sénégalais en matière culinaire, mais voir comment le tourisme peut attirer d'autres chaînes de valeur, comme les produits horticoles, les produits maraîchers, les produits avicoles, parce que si le tourisme marche, tout marche. Et cela a été déjà hier énormément bien discuté. Et aujourd'hui, il s'agira de débattre sur le guide, un métier essentiel pour le tourisme. Parce que sans tourisme, sans guide, il n'y a pas d'excursion, il n'y a pas de visite. Mais bien qu'existant une réglementation au Sénégal, cette réglementation est peu appliquée. Et quelque part, cette fonction de guide, dans certaines zones, n'est-ce pas, fait même fuir certains touristes. Donc, ce n'est pas guide qui veut. Et le métier de guide aussi ne s'improvise pas. Aujourd'hui, les recommandations, c'est d'appeler encore l'État à appliquer, à valider le code du tourisme et à l'appliquer. Parce qu'un secteur qui a une contribution de plus 500 millions, 500 milliards, autant pour moi, dans l'économie, ne saurait être négligé et ne saurait ne pas être encadré juridiquement. Ça, c'est aussi un des moments forts de ce forum. Et aujourd'hui, la connectivité sera discutée et vous verrez que sans connectivité, les gens disent que la destination Sénégal coûte cher. Et c'est le billet, et c'est les distances. Et en plus, la connectivité Internet dans le monde rural, avec le tourisme rural, sans Internet, ça pose problème. La connectivité routière, l'accessibilité de certaines zones, et faire par exemple plus de 20 heures de route pour aller à Kédougou, ça pose un problème d'accessibilité. Entre autres choses qui seront débattues pour ce forum. Un des produits de ce salon, ce sera une feuille de route 2030. Non seulement pour transcender la stratégie nationale de développement dans l'agenda 2050, mais être articulé aux RDD. Donc toutes les recommandations seront synthétisées sur une feuille de route. D'ailleurs, ce salon a eu un mérite de mettre ensemble plusieurs acteurs d'un même écosystème institutionnel avec quasiment les mêmes missions qui ne se parlaient pas et qui ne travaillaient pas ensemble. Des panels les ont réunis et ils ont décidé, par exemple la SAPCO et l'ASPT et le ministère de l'économie, tous, et la BND qui est le principal instrument financier de l'État du Sénégal, le FONGIP, n'est-ce pas, l'ADER, ne sont jamais assis ensemble pour parler des défis de financement d'un secteur. Et nous allons les mettre tous dans une feuille de route avec des objectifs et des résultats clairs à attendre et qui feront l'objet de cadres de travail et de cadres de concertation.